La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste et pour 15 minutes. Où est-ce qu'on monte ça? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce texte visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs soulève de nombreuses critiques. Il arriverait tardivement, 4 ans après le début du mandat, 1 an avant l'échéance du quinquennat. Et pourtant, il faut rappeler qu'il a été précédé par de nombreux textes. Celui de la sécurisation de l'emploi en 2013, celui de la formation professionnelle, celui de l'emploi et de la démocratie sociale, ainsi que sur le développement et l'encadrement des stages en 2014, et enfin sur le dialogue social et l'emploi en 2015. Il faut le reconnaître, il fallait bien un quinquennat pour amener l'ensemble de ces réformes et aboutir à un texte, et à ce texte que nous examinons aujourd'hui. Nous devons quand même être interpellés par l'ampleur qu'a pris la contestation de ce projet de loi travail, tant sur les réseaux sociaux avec cette fameuse pétition qui, s'il y a des choses à dire sur le procédé, ne peut pas être écartée d'un simple revers de main, que dans la rue avec la position des partenaires sociaux qui, pour certains, ont décidé de soutenir le texte après modification, mais dont ces dernières ont braqué le patronat pourtant acquis à la première version de votre projet de loi. Ce projet de loi, qui aura eu le mérite de réveiller les consciences, aura démontré que nos concitoyens sont malgré tout intéressés par la politique alors qu'ils se détournent petit à petit des élections et rejoignent le camp de l'abstention. Les événements qui se déroulent depuis plus d'1 mois chaque nuit dans plus d'une 60aine de villes doivent nous questionner. On peut critiquer la méthode des uns et des autres et on doit condamner fermement les violences d'une minorité constituée de casseurs. Mais cela étant dit, on ne peut fermer les yeux sur le mouvement de Nuit debout qui reste une agora, un forum politique en dehors de nos enceintes parlementaires. Finalement, la démocratie se construit par le peuple, pour le peuple. Et chaque nuit, que nous disent ces jeunes? Ils nous disent qu'ils ont peur pour leur avenir, qu'ils ont peur de ne pouvoir vivre décemment, de ne pas pouvoir survivre de stage en stage et de CDD en CDD. Ils ont peur parce que leur diplôme ne les forme pas, ou plus forcément un emploi stable et pérenne. Ils ont peur parce qu'avec un CDD, les banques, les assurances, les bailleurs se méfient d'eux, qu'il devient très difficile pour eux d'accéder à un logement, que ce soit pour l'obtention d'un prêt. Leur futur leur semble tout, sauf un long fleuve tranquille. Ces craintes sont légitimes, le chômage de nos jeunes concitoyens est élevé, les perspectives d'avenir sont assombries, alors qu'en réalité, nous avons une jeunesse dynamique qui veut réussir. Mais face à ces débats et ces discussions, nous devons écouter ce qu'il se dit et ce qu'il se fait. Et c'est donc après des semaines de déclarations, de pas en avant et de pas en arrière, de chantage, et notamment de la part du MEDEF, il faut le dire, que nous nous apprêtons à étudier ce texte dans notre hémicycle. On pourrait évoquer éventuellement ici une erreur, d'ailleurs reconnue par le Premier ministre et par vous, Madame la Ministre, le manque de communication et d'explication autour de ce projet de texte. Et je dois vous le dire que ce n'est pas le compte Twitter de la loi travail qui aura aidé à apaiser les choses. Il faut beaucoup de pédagogie, effectivement, et cette pédagogie, effectivement, vous avez reconnu que probablement nous en avions peut-être un peu tous manqué. Mais disons-le, ce texte contient de véritables avancées. Notre groupe des radicaux de gauche et apparentés reconnaît que la situation actuelle concernant le Code du travail est compliquée, tant pour les TPE et PME que pour les salariés qui peuvent se perdre dans la lecture d'un Code du travail devenu parfois illisible et n'aidant pas à la compréhension de leurs droits. Il fallait donc simplifier et dépoussiérer notre Code du travail tout en protégeant les salariés et leurs droits ainsi que leurs devoirs, mais en ne rognant pas les possibilités et libertés des employeurs à développer leurs entreprises et à créer de l'emploi. Tel est le difficile équilibre qu'il faut trouver. Aussi, concernant ce texte, le texte que nous examinons aujourd'hui, nous sommes réellement satisfaits que l'article 1er ait été largement amendé et que, vidé de son contenu spécifiquement concernant son alinéa 11 qui portait sur les questions de laïcité,
Alors que l'article 2 réécrit la totalité des dispositions du Code portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés, nous avons bien noté la volonté du Gouvernement de mettre en avant la négociation en entreprise. Toutefois, le champ de l'entreprise ne nous semble pas être peut-être le plus pertinent. En effet, cette prévalence sur l'accord de branche risque de favoriser le dumping social, la dérégulation de la concurrence et les situations d'inégalité entre les salariés en fonction de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Sans oublier qu'il s'avérera difficile pour les TPE et les PME, dépourvues des services administratifs adéquats, de rédiger de tels accords. En outre, plusieurs de mes collègues du groupe 2RDP ainsi que moi-même présenteront des amendements afin de maintenir une limite de 12 heures travaillées par jour. De plus, concernant l'article 3, ce dernier assure pour chaque congé spécifique aujourd'hui prévu par le Code du travail une distinction claire entre, d'une part, les droits à congé ouverts aux salariés relevant de l'ordre public et non négociables, et d'autre part, les dispositions qui peuvent faire l'objet de négociations pour plus de souplesse d'organisation au sein de l'entreprise. Toutefois, nous nous étonnons que les dispositions supplétives soient quasiment systématiquement fixées par décret en Conseil d'État, dépossédant ainsi le Parlement de ses prérogatives. Notre groupe des radicaux de gauche et apparentés est également satisfait d'avoir fait inscrire en commission et dans le texte l'article 3 bis, reprenant notre disposition de loi présentée devant cette Assemblée lors de notre journée d'initiative parlementaire en mars. Ainsi, la période de protection légale contre le licenciement pour les mères à l'issue de leur congé maternité est portée de 4 à 10 semaines. De plus, l'extension de cette période de protection s'applique également aux seconds parents qui en bénéficient à compter de la naissance de l'enfant, ainsi qu'aux parents adoptants. Cela nous semble extrêmement positif. Nous notons que l'article 7 concerne la méthode de contracter des accords collectifs ainsi que leur durée et prévoit que les accords d'entreprise sont rendus publics par défaut, sauf si l'employeur s'oppose à cette publicité pour des raisons notamment de non-divulgation d'informations sensibles sur la stratégie de l'entreprise. Là aussi, en commission, nous avions émis des réserves sur le fait que l'employeur puisse s'opposer à cette transparence sur motif de préservation de stratégie d'entreprise. Le texte sorti de la commission précise que tout signataire peut s'opposer à cette transparence. Dès lors, nous nous interrogeons sur la pertinence de cet alinéa qui crée d'une certaine façon une généralité à partir d'une exception et pourrait rendre caduc l'intérêt de cette mesure. En outre, nous soutenons bien évidemment l'idée du compte personnel d'activité de l'article 21 et 22, ainsi que la généralisation de la garantie jeunes contenue dans l'article 23. Mais notre groupe est également divisé sur le sujet concernant le compte personnel de prévention et de pénibilité. Nous avons tous été confrontés à des chefs de TPE et PME qui nous ont alertés sur les difficultés administratives de mise en place du C3P, ainsi que sur le procédé chronophage qui était le renseignement de la fiche pénibilité. Si personne ne conteste cette avancée vraiment réelle pour les salariés au sein de notre groupe, nous nous interrogeons toutefois sur la mise en application de ce C3P et proposerons un amendement à ce sujet. Enfin, c'est un changement important qui a été opéré en commission à la suite de l'adoption d'amendements de notre rapporteur Christophe Sirugue concernant l'introduction d'un régime spécifique pour les TPE-PME à l'article 30. Concrètement, pour recourir au licenciement économique, la baisse du chiffre d'affaires ou du carnet de commandes sera appréciée en fonction de la taille de l'entreprise, sans dessaisir pour autant le juge de son pouvoir d'appréciation en la matière. Cette baisse devra correspondre à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, à 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 49 salariés, à 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à 289 salariés, et pour les grandes entreprises, la durée est fixée à 4 trimestres. En outre, la commission des affaires sociales a supprimé la possibilité de conclure un accord de branche qui fixerait une durée inférieure pour caractériser l'existence de difficultés économiques, bien que ces critères ne soient toutefois pas exhaustifs. En cas de licenciement économique, l'employeur pourra également invoquer d'autres critères prouvant le caractère significatif de ces difficultés économiques, comme les pertes d'exploitation ou une dégradation de trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. De même, la majorité des députés du groupe 2RDP sont favorables aux dispositions qui simplifient l'organisation de l'apprentissage. Tout ce qui peut sortir l'apprentissage du ressenti d'être une voie de garage pour les jeunes et pour leurs familles est bon à prendre. À ce titre, ils proposeront des amendements sur le sujet, notamment sur l'octroi de plus de souplesse pour les employeurs par la possibilité de déroger à la durée quotidienne de travail fixée à 8 heures.
Permettez-moi de vous rapporter les propos de mon collègue Joël Giraud et de revenir sur la question des saisonniers. Ils sont de plus en plus nombreux en France et contribuent à placer la France à la tête des destinations touristiques. Ce sont les seuls CDD à ne pas bénéficier de la prime de précarité qui est pourtant la règle pour ce type de contrat. Il est donc important aujourd'hui d'affirmer que la règle devrait être le CDD renouvelable chaque année, qui permet de plus une évolution de carrière et que, à défaut, la précarité du contrat fasse objet d'une compensation. C'est pourquoi, conformément aux conclusions du groupe de travail créé à votre initiative, Madame la Ministre, et auquel participaient Joël Giraud, mais également Marie-Noëlle Battistel et Bernadette Laclais, des amendements ont été déposés en ce sens. J'avais également abordé, lors de votre audition devant notre commission, Madame la Ministre, les dispositions de l'article 44 qui concernent la médecine du travail. Cet article 44 réforme le suivi des salariés par la médecine du travail pour mieux cibler les moyens sur les salariés exposés à des risques particuliers. Il supprime initialement la visite médicale d'aptitude systématique à l'embauche et renforce le suivi personnalisé des salariés tout au long de leur carrière, en reconnaissant ce droit aux salariés intérimaires et titulaires de contrats courts. J'ai déposé plusieurs amendements afin notamment de placer tous les personnels de l'équipe pluridisciplinaire, qu'ils soient ou non professionnels de santé, sous l'autorité du médecin du travail. Je proposerai aussi, comme je l'avais annoncé en commission des affaires sociales, qu'un protocole établi par le médecin du travail définisse les modalités de la visite médicale et les situations dans lesquelles l'infirmier orientera le salarié vers un médecin du travail présent dans le service de santé au travail. En outre, afin de renforcer les droits des salariés, je proposerai que ce suivi médical soit assuré au maximum tous les ans pour l'ensemble des salariés, tous les 6 mois maximum pour les travailleurs de nuit. Enfin, je proposerai de faciliter l'échange d'informations entre les différents médecins du travail pour les salariés en CDD et en intérim, en espérant pouvoir obtenir des avancées sur ces sujets avec le concours du gouvernement. En ce qui concerne le projet du gouvernement, je rejoins son objectif louable de vouloir prioriser l'emploi en CDI. Cependant, je ne pense pas qu'une surtaxation soit la solution, puisque de son fait, les entreprises ayant besoin de main-d'œuvre n'auront plus recours à l'embauche, entraînant ainsi une précarisation de l'emploi, sans oublier que les CDT font déjà l'objet d'une taxation depuis la loi sur la sécurisation de l'emploi de 2013. En conclusion, ce texte important, très important, a vocation, comme vous l'avez annoncé, Madame la Ministre, à être modifié, amendé par le Parlement et les radicaux de gauche et apparentés, compte le faire évoluer tout en garantissant les droits et les devoirs des salariés, mais en permettant aussi aux entrepreneurs de créer de l'emploi afin de lutter efficacement contre le chômage. C'est le but de ce texte. Et notre groupe se positionnera, une fois le texte amendé, bien sûr, mais soyez assurés, Madame la Ministre, de notre collaboration dans un esprit très constructif. Je vous remercie. Merci, Madame Orliac.